bonjour Sacha. Alors, petite présentation par rapport à Sacha. Sacha, il est spécialisé dans l'investissement locatif et travaille justement au sein de Club Invest Immobilier. Bonjour Sacha et bienvenue au podcast Immopod. Alors, nous, justement, on parle justement avec des agents immobiliers, mais là, en fait, on essaie de parler avec des pros de l'immobilier, donc des personnes qui se connaissent dans ce qu'ils font. Du coup, est-ce que tu pourrais déjà te donner une petite présentation, un peu parler un peu de ton parcours et vraiment à tes yeux, qu'est-ce que tu fais et qui t'es en fait? D'accord. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Bonjour André, merci de m'accueillir sur ce podcast. Donc, en quelques mots, je m'appelle Sacha, j'ai 24 ans. Je fais de l'investissement immobilier depuis 2019. Donc, j'ai acquéri des appartements dans le but de les mettre en location. Donc, je suis spécialisé dans la location courte durée, c'est-à-dire que j'achète des appartements que je loue à la nuit, à la semaine, au mois, type Airbnb, Booking. Et je pratique ça donc depuis 2019. Mhm. C'est ce que je fais voilà, depuis ces quelques années. J'en ai acquéri quelques-uns et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une passion et c'est ce que je fais au quotidien. Ah, cool, cool. Non, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce podcast qui sont toujours intéressées de savoir un peu plus et de se développer là-dessus. Donc, c'est toujours un atout en fait à avoir. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer également Club Invest Immobilier, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous collaborez, comment ça se passe en fait pour toi? Alors en fait, j'ai donc créé une entreprise en 2019, donc une société par action simplifiée. C'est la forme juridique qui convenait le mieux à ce que je voulais faire. Donc c'est une société spécialisée dans l'investissement immobilier et au-delà de ça, j'ai développé à côté une autre société, donc une SASU, dans lequel je fais du conseil, on va dire, en investissement immobilier. Ça s'appelle le Club Invest. Le Club Hmm. Invest Immobilier, on est une vingtaine de membres réunis sur Clermont-Ferrand. Et donc l'objectif, en fait, c'est de se voir une fois tous les 2 mois avec un intervenant professionnel de l'immobilier. Ça peut être un banquier qui nous explique les nouvelles formalités, les nouveaux taux, les nouvelles règles du HCSF. Il peut y avoir également des diagnostiqueurs immobiliers, puisque là, on est sur une évolution du marché sur tout ce qui est DPE, etc. On a fait également des interventions avec un avocat fiscaliste pour expliquer la fiscalité et quel type de fiscalité choisir. Est-ce qu'il faut acheter des appartements en nom propre? Est-ce qu'il faut acheter des appartements au travers d'une société? Donc, j'ai développé cette activité-là en parallèle de mes investissements immobiliers. Et donc, voilà, on est une vingtaine de membres aujourd'hui. C'est un groupe privé, un groupe fermé. Et l'objectif, c'est d'échanger, de trouver des solutions, acheter des appartements potentiellement ensemble, des appartements, des maisons, des locaux commerciaux. Voilà, tout ce type de produit. Ça, c'est cool ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est en gros, c'est une communauté fermée de personnes qui ont toujours les mêmes objectifs, qui veulent s'entraider et qui veulent grandir ensemble, en fait, au final. Exactement. L'idée, c'est voilà, vraiment d'avoir un esprit bon enfant. Et vu qu'on est tous sur le même marché, sur une seule commune, on va dire Clermont et les alentours, on connaît le marché. Il y a des acteurs, donc il y a également des agents immobiliers hein, dans ce club qui nous permettent d'avoir un point un peu plus précis de ce marché-là, puisque nous, on va connaître certains quartiers et eux vont vraiment connaître la ville entière et ses spécificités, vont connaître telle ou telle copropriété. Donc c'est pour ça qu'il y a un réel échange Hmm. autour de tout ça. Et nous, dès qu'on a une question dans un bâtiment dans lequel on veut acheter un appartement, on peut poser cette question-là. Il y a également une personne qui est gestionnaire de copropriété, donc qui connaît les points positifs et les points négatifs des copropriétés, et c'est ce qui nous permet de faire des bonnes affaires ou pas. Ok, ok, ok. Non, c'est cool. C'est toujours intéressant de voir l'échange en fait entre différents domaines avec les agents immobiliers, justement avec toi, peut-être avec d'autres personnes qui veulent grandir également dans le domaine. Et du coup, avec ton expérience, donc ça fait quand même quoi, 5 ans, 4 ans Ouais, que tu fais ça. Qu'est-ce que tu penses qui a été, disons, le plus dur pour arriver à là où tu es maintenant en fait? le plus dur, ça a été de connaître en fait son secteur. Euh, Puisqu'aujourd'hui, j'investis sur une ville qui fait 150 000 habitants. Et je commence à investir dans cette ville. Auparavant, j'investissais en fait dans la ville, la voisine, la commune voisine, qui vraiment touche Clermont-Ferrand, où il y a 20 000 habitants.
Et en fait, déjà, de connaître ce marché de 20 000 habitants qui représente plusieurs appartements, plusieurs maisons, ça a été vraiment une difficulté de trouver les bonnes affaires. Et donc maintenant, je me lance sur le marché de Clermont-Ferrand. J'ai acquis 2 appartements là, cette année et un local commercial. Et donc, c'est vraiment de connaître en fait le secteur, de savoir les quartiers où il faut investir, les quartiers où il ne faut pas investir, quel est le prix au mètre carré de tel endroit, est-ce que la copropriété en face a le même prix au mètre carré, en fonction de si c'est un architecte reconnu ou pas du tout, s'il y a des balcons, s'il n'y a pas de balcons. C'est Hmm. vraiment être expert du marché en fait qui prend le plus de temps et qui est le plus important aujourd'hui. D'accord, ok, je vois. C'est vraiment une recherche du marché que tu dois faire approfondie pour savoir, ok, ça va être un bon deal, ça va être une bonne chose ou pas en fait. Exactement pourquoi à tel endroit ça se vend X du mètre et à tel endroit ça se vend X. Et Hmm. pourquoi en fait, ces 2 appartements qui sont l'un en face de l'autre se vendent pas au même prix. C'est ça aussi qui est hyper important. Ok, ok, je vois. Ok. Et pour faire cette deal, donc l'acheter, rénover, j'imagine, ou modifier un peu la propriété, après le revendre, euh, selon toi, en fait, quel est vraiment le plus important dans ce processus-là, en fait? Donc après, bien sûr, la recherche du marché, donc vraiment d'avoir bien fait la recherche. Dès que tu as trouvé un bien, ok, là maintenant je veux passer donc les différentes étapes et on pourra aller plus en détail, mais selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour avoir un bon deal, en fait, au final? Pour réussir une bonne affaire, entre guillemets, une fois qu'on a sélectionné un quartier qui peut être intéressant, où il est intéressant d'investir, il faut regarder le prix au mètre carré. Une fois que le prix au mètre carré est respecté, s'il y a une rénovation, et c'est ce que je conseille, c'est que les meilleures affaires se font généralement avec une rénovation ou avec un problème, en fait. On achète des produits qui ont des problèmes, donc un problème qui peut être minime, hein, mais un problème quand même, ça peut être une rénovation à refaire, c'est-à-dire que l'appartement il est en mauvais état, il faut changer les fenêtres, il faut changer les sols, il faut refaire une cuisine, refaire une salle de bain. Mais il y a aussi des problèmes liés à, en fait, c'est un appartement qui fait 55 mètres carrés, qui est sous comble, qui n'a pas forcément en très bon état, où il y a des pièces cachées. J'entends par pièces cachées, en fait, il peut y avoir une chambre où il n'y a pas de fenêtre. Donc, c'est pas une chambre, c'est juste une pièce. Mais pour que ça fasse une chambre, on peut faire des déclarations de travaux. En fait, voilà, il faut trouver, et il faut surtout, pour réaliser la bonne affaire, une fois que c'est trouvé, pas se tromper en fait sur le montant des travaux. Puisque si on Hmm. définit un budget de 1000 euros de travaux et qu'on arrive à 15 ou 20, ça peut modifier pleinement la rentabilité. Et l'objectif, c'est de ne pas se laisser avoir par le montant des travaux en fait. D'accord, oui, je vois. Donc tout ça, ça doit être calculé avant, j'imagine. Donc tu dois faire une sorte de plan pour attaquer un bien, pour l'acheter, pour rénover. Comment est-ce que tu structures en fait? Ok, d'accord, je vais l'acheter à ce prix-là. Tout à fait. Meilleurs agents. Donc, Meilleurs agents, c'est un site internet pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on voit les prix au mètre carré en fonction de plein de critères. On peut se créer un compte et faire des estimations en mettant que l'appartement il se situe au troisième étage avec un ascenseur, il est proche des transports en commun, il est très clair, il est peu clair, il est sombre, il est refait à neuf, il nécessite des travaux. Et en fait, avec tout ça, on va pouvoir avoir le prix au mètre plus ou moins de l'appartement une fois fini ou actuel. Et c'est en fait vraiment aujourd'hui un outil qui est très très pratique, surtout quand on débute, parce que c'est des critères en fait qu'il faut cocher. Donc, rien de bien sorcier. Est-ce que l'appartement est clair? Oui, non, pas du tout, très clair. Et au fur et à mesure, ça va donner une fourchette de prix. Donc, avec une moyenne, une fourchette basse, une fourchette haute. Et à partir de là, on peut se dire, OK, c'est une bonne affaire. Après, il faut regarder si le montant des travaux est OK. Il y a plein de sites internet qui peuvent permettre de savoir si le montant des travaux est bien. Après, on peut faire également appel à des artisans. Et je dirais qu'après, avec l'expérience, on a une fourchette globale de ce que ça peut représenter. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas de produits, d'outils sur Internet, gratuits ou payants, qui permettent de savoir si c'est une bonne affaire, point de vue prix. Hmm. Ok, ok, je vois. D'accord. Et donc, avec toute ton expérience, donc ces 4 ans qui sont déjà passés avec Invest Immobilier également, euh, Ouais. quel a été ton plus grand bénéfice? Moi, j'aime bien parler des chiffres et je pense qu'avec l'immobilier,
les personnes qui sont intéressées par l'immobilier, ils veulent également savoir un peu quelles sont les potentielles marges aussi et les bénéfices qu'ils pourront avoir en faisant ces transactions. Donc pour toi, personnellement, quel a été ton plus grand bénéfice, disons, dans un deal que tu as fait? Alors, on peut parler soit en rentabilité, soit Mhm. en plus-value. L'année dernière, j'ai acheté un appartement sur lequel il y avait une place de parking et un garage. Et c'est un appartement que j'avais destiné à la location courte durée. J'avais pour objectif de le vendre, voilà, enfin de pas de le vendre justement, de le louer en courte durée. Mais le marché a fait que entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai terminé les travaux, il y avait une pénurie de T2 sur ce secteur-là. Et donc, Mhm. du coup, je me suis dit, c'est dommage de le garder, en fait, de le louer. Ça va rapporter 1 500 € par mois, alors que j'aurais la possibilité de le vendre pour beaucoup plus cher. Donc, j'ai fait, je crois, 44 000 € de marge en un peu plus de 6 mois, on va dire un an, en vendant une place de parking avec l'appartement et en séparant le garage. Donc, j'ai vendu le garage à part. J'ai fait Mhm. une plus-value de 44 000 € et ça représente en termes de marge un peu plus de 30% de marge. Et en rentabilité, aujourd'hui, j'ai un produit où je suis à 28% de rentabilité, donc en location D'accord. courte durée. D'accord. Donc quand tu fais des locations à courte durée, normalement, tu arrives toujours à faire 28% de retour par rapport à ce que tu as investi au début, c'est ça? Non, aujourd'hui, c'est ma plus belle opération à niveau rentabilité, mais non, je dirais que aujourd'hui, pour avoir une rentabilité correcte, il faut avoir un minimum du 8% si c'est très très bien placé. Mhm. Si c'est un emplacement numéro un, 8%, c'est déjà une belle rentabilité. On est à l'autofinancement et ça permet de constituer du patrimoine et de faire du patrimonial. Après, je dirais que plus il y a de rentabilité, plus c'est intéressant, mais plus le risque est élevé. Mhm. Là-dessus, je suis sur une rentabilité de 28% et il y a un risque qui est décorrélé puisqu'en fait, il est très faible. C'est un produit qui est très liquide et qui aujourd'hui se revendrait plus cher que ce que je l'ai acheté. Ah oui, je vois. Mhm. Et du coup, si tu pourrais justement conseiller, enfin, comment est-ce que toi, tu aurais conseillé quelqu'un qui commence là maintenant, qui veut se lancer dans justement l'investissement locatif et qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent en fait, parce qu'il commence, il est jeune, disons qu'il a 22 ans, ok, il va commencer à travailler, commencer à économiser un peu pour pouvoir faire son premier investissement locatif. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne-là qui veut se lancer? Bah, déjà, s'il est à Clermont-Ferrand, il pourra entrer dans le Club Invest Et immobilier, ben, je pense. Mais ouais. quels seraient justement tes conseils là-dessus? Si il débute et qu'il a 22 ans, je dirais que c'est déjà le bon moment pour se lancer. Il y a pas de meilleur moment qu'à 22 ans parce que un crédit, ça se rembourse sur la durée. Donc plus on est jeune, mieux c'est déjà. Et bravo de vouloir faire cette démarche-là. Je dirais qu'il faut commencer à économiser. En fait, il faut économiser le plus d'argent possible, essayer de réduire en fait son train de vie et pas écouter son entourage, on va dire. Hmm. Pas écouter son entourage, pas écouter les médias. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'investir en étant en intérim, en étant en CDD, en ayant que 2, 3, 4, 5, 10 000 € de côté. Aujourd'hui, on a la possibilité d'investir avec vraiment de l'intérim, que 2, 3 000 € de côté. Donc d'abord, il faut commencer par économiser au maximum pour avoir le plus d'argent de côté, pour avoir le plus de possibilités de faire. Et après, je dirais qu'il faut commencer petit. Euh, Commencer petit, rien ne sert d'acheter un immeuble ou un très très grand appartement. Il faut acheter un petit studio, une petite place de parking, commencer comme ça, montrer à la banque qu'on sait faire avec un petit investissement qui gère 30, 40, 50, 60 € par mois, 100, 200, 300, 400, 500 ou plus, hein, on peut aller sur des Hmm. rentabilités, des montants de loyer qui vont jusqu'à 1 500 €. Mais voilà, commencer petit pour se faire la main et après évoluer au fur et à mesure des années et des mois. Mais déjà, se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire et déjà avoir une récurrence de revenus de 30, 40, 50, 60 € par mois, c'est déjà un premier step et c'est déjà un beau parcours. Ok, cool. Donc, si je pourrais justement résumer un peu, c'est vraiment de avoir un peu d'argent de côté, de vivre en dessous de ses moyens, ce qui est compliqué
quand on avance dans notre activité, normalement, on essaie toujours enfin, on gagne plus, on va toujours vouloir dépenser jusqu'à jusqu'à ce qu'on Énormément. gagne. Et après, donc, dès qu'on a économisé environ 3 000 € jusqu'à 5 000 €, bah, le plus, c'est mieux, bien sûr. Ouais. Euh, Dès qu'on a enfin, économisé de côté, on pourra justement acheter un parking, peut-être mettre à louer ou des maisons, enfin, Exact. des appartements plus petits, peut-être. Donc, c'est ça vraiment ton step by step, disons, guide. C'est ça, step by step, il faut pas se faire peur parce qu'on peut se faire peur très rapidement et on peut surtout perdre de l'argent très rapidement si on connaît mal le marché. Si on surestime, enfin si on sous-estime le montant des travaux, on peut vite se retrouver dans une difficulté. On n'a pas d'argent de côté, il y a plus de travaux de prévus. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Quand il manque 5 000 € de travaux et qu'on n'a que 1 000 € de côté, c'est compliqué. On va être obligé de demander de l'argent à des proches ou alors aller voir la banque. Et ça, c'est quelque chose que la banque apprécie pas du tout. La banque, elle veut quelqu'un qui soit professionnel. Donc, je dirais, ouais, c'est step by step et surtout essayer de vivre en dessous de ses moyens. Mhm. C'est la base quand on veut commencer à investir. Si on gagne 1 000 €, essayer de, même si c'est compliqué, de mettre ne serait-ce que 10, 20, 30, 40 € de côté ou plus. Et vraiment, voilà, c'est ça les clés. Et puis après, se former, apprendre, découvrir, être curieux, poser des Mhm. questions et aller sur le terrain, en fait. Si on a juste de l'argent de côté et qu'on est motivé, ça suffit pas. Il faut aller sur le terrain, il faut visiter, il faut faire des offres, il faut signer des compromis, il faut aller à la banque. Et c'est ça qui fait que tout mis bout à bout, en fait, on commence à acheter et que les steps se montent. Mhm. Mhm. Ok, ok. Et donc, pour justement, tu as économisé de l'argent, tu fais quoi après? Quelles sont vraiment les étapes dès que tu as, OK, là maintenant, je veux investir dans une propriété, dans un appartement très, très petit, en fait. J'ai 10 000 € de côté, et là maintenant, je veux me lancer. Quelles sont vraiment les étapes, tu vois, physiquement, qu'est-ce que tu dois faire pour commencer? Ok, et bah, donc dans un premier temps, l'idée c'est de sélectionner un secteur. Mhm. Donc sélectionner un secteur en fonction de la rentabilité la plus importante, hein. On est bien d'accord, on veut tous le plus d'argent possible. Donc le plus d'argent en essayant d'avoir le moins de risques possible. Donc en allant sur un secteur qui peut s'y prêter. Donc en faisant des recherches sur Internet, en allant sur le Bon Coin. La première étape c'est d'allumer le Bon Coin, se Mhm. créer un compte si c'est pas fait, de chercher en fait, de mettre des critères. S'il y a des appartements à 50 000 €, eh ben, il faut aller visiter tous les appartements à 50 000 €, ceux à 30 aussi, ceux à 70 aussi. Et il faut se faire son avis. Aller visiter. Une fois qu'on a visité, qu'on a trouvé un produit qui correspond, donc avec meilleurs agents, avec des outils, des calculatrices de rentabilité. Bon, après, c'est pas très, très compliqué pour calculer une rentabilité. Et après, la deuxième étape, c'est de signer un compromis. Et en fait, il faut prendre les problèmes un à un. D'abord, on cherche un produit. Une fois qu'on a cherché un produit, on signe un compromis. Une fois qu'on a signé un compromis, on va voir la banque. Une fois qu'on a été voir la banque et elle nous a dit oui, tant mieux, elle nous a dit non, on va en voir une deuxième. Mais en fait, il ne faut pas vouloir aller voir la banque avant d'avoir signé un compromis, avant d'avoir trouvé un projet. Parce qu'en fait, on va y aller pour rien. Le banquier, il est comme nous, hein, il n'aime pas travailler dans le vent. Donc, si on lui Mhm. dit, je vais peut-être acheter ça ou peut-être ça, il faut arriver avec un compromis qui est signé. C'est tel appartement, il est à tel endroit, il coûte tant et j'ai besoin de temps. Et après, il faut faire donc un business plan hein, avant d'arriver à la banque et de présenter son produit, un business plan. Et puis voilà. D'accord, OK. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, en fait, dans ma tête, moi, je suis un peu limité là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Mais en fait, pour moi, avant de signer le compromis, moi, en fait, en tant que débutant, j'aurais aller dans la banque, voir si j'ai l'argent pour acheter ce bien-là, si je peux prêter de l'argent, et si je peux le faire au final. Donc c'est vraiment l'inverse, tu vois? C'est ce que tu me dis, en fait. C'est de signer le Ouais, compromis et ensuite. en fait, si tu veux, ça paraît normal d'aller voir la banque pour se rassurer en se disant j'ai tel argent, la banque me prêtera. Puisqu'ils m'ont dit qu'ils allaient me prêter, donc maintenant je peux signer, ils me prêteront. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Des fois, on peut aller voir la banque, ils vont vous dire oui, ok, on vous prête 50 000. Par contre, vous allez chercher un produit, 3 mois après, vous revenez.
Ah, mais les conditions ont changé, on vous prête plus à ce montant-là, maintenant c'est temps. Ah bon, bah oui, mais vous m'aviez dit Hmm, ça. Bah oui, mais maintenant les conditions ont changé, on est sur une nouvelle année, on est sur un nouveau trimestre, on est sur des nouveaux objectifs, on est sur une nouvelle cible de clients pour la banque, on cherche plus des jeunes, on cherche des personnes plus âgées, on cherche plus des jeunes actifs, on cherche des cadres. Enfin bon, il va y hmm. avoir plein de... Donc il faut d'abord voilà, d'abord signer un compromis et après aller Ok. voir la banque. D'accord, ok, je Et vois. de toute façon, il y a toujours une solution. En fait, il faut se dire qu'il y a toujours une solution et que si c'est pas la première banque, ce sera la deuxième ou la dixième ou la trentième. Hmm. Ça, c'est un autre point, en fait. C'est d'aller voir plusieurs banques jusqu'à ce que ce soit accepté, en fait. C'est vraiment... ouais, ouais. Exactement. En fait, le nerf de la guerre, c'est le financement aujourd'hui. C'est aussi trouver des biens. Mais je dirais que quand on trouve pas de biens et qu'on en trouve un, après il y en a 10, on en trouve 10. Sauf qu'on peut pas se positionner sur les 10 produits. Donc non, le nerf de la guerre, c'est vraiment trouver le financement. Pour le premier bien, on va dire que le banquier, il va toujours, si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale et on est locataire, le banquier va toujours vous dire, dans beaucoup de cas, la banque va vous dire achetez d'abord votre résidence principale et après Hmm. vous ferez du locatif. Euh, mais vous n'allez pas toujours tomber sur ce banquier. Il faut essayer de trouver un banquier qui vous dit justement l'inverse. OK, on peut vous prêter. Vous allez d'abord investir et après vous pourrez acheter votre résidence Ok. principale. Et pourquoi c'est important de ne pas avoir la résidence principale, par exemple? Enfin, parce que est-ce qu'il y a disons, un blocage là-dessus par rapport au prêt, par rapport à la banque? En fait, aujourd'hui, la banque considère qu'elle prend en compte 35% de taux d'endettement. C'est-à-dire qu'on est endetté à hauteur de 35% de ses revenus. Donc, je dirais que le fait d'avoir une résidence principale, pour moi, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que la résidence principale est un actif, et il y a ceux qui disent que c'est un passif. En fait, ça dépend. La résidence Hmm. principale, elle peut être un actif, et elle peut aussi être un passif. Si on a acheté une maison ou un appartement 30 ou 40% en dessous de la valeur du marché, eh ben, c'est un actif en fait. Ça Ouais. génère de l'argent. Le jour où on la vendra, on aura un capital. Alors que si on a acheté 30 ou 40% au-dessus de la valeur du marché, oui, c'est un passif. Donc, dans l'idée, si on est locataire, il vaut mieux d'abord acheter, puisque comme ça permettra de ronger la capacité d'endettement. Et en fait, puisque aujourd'hui, la personne a un loyer, si elle arrive à avoir un appartement avec un crédit pour le même montant que son loyer, elle Mhm. aura toujours la possibilité de s'acheter un appartement. Ils refuseront quasiment jamais l'achat d'une résidence principale, à condition que ce soit toujours dans les règles, que ce soit pas un achat démesuré. Mais je dirais que ça permettrait d'avoir, d'une part, un crédit pour un investissement locatif, et d'autre Mhm. part, du coup, un crédit pour une résidence principale. D'accord, ouais, je Donc, ça vois. permet d'ouvrir les portes plus facilement. Ok, ok, cool. Bah, il y a plein de valeurs. Je sais que les personnes qui sont intéressées par ça, ils doivent se dire, ouais, c'est incroyable, les valeurs que Sacha il me dit là maintenant. Donc, il y a toujours plus. Donc, en ce moment, avec l'immobilier, je sais que il y a une très grande crise enfin, au niveau des acheteurs parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les prêts, ils n'arrivent pas à acheter les biens qu'ils veulent. Donc, avec ton expérience, t'as pas, en fait, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as aidé, en fait, justement, à persévérer pendant ces temps-là, en fait, pendant ces différents moments où, justement, les taux, ils sont plus élevés, et quelle est la stratégie à mettre en place pour toi, en fait? En fait, j'ai une vision qui fait que pour moi, il y a toujours une solution. Euh, Certes, il y a des solutions qui sont plus faciles que d'autres, mais il y a toujours une solution en fait. Euh, on est bloqué à cet endroit-là, et ben on va ailleurs. On est bloqué ailleurs, et ben on va autre part. Il y a toujours une solution en fait. Et il faut essayer de faire en sorte que dès qu'on est dans une impasse, il faut se retourner, il faut aller ailleurs, faut essayer de toujours trouver des solutions. Aujourd'hui, effectivement, les taux d'emprunt ont augmenté. Moi, mon premier crédit, je l'ai à moins de 1%. Et là, le dernier, j'ai signé, je crois, à 4,55 ou peut-être 5%. Mais c'est pas grave, en fait. Même si les taux, ils étaient à 6 ou à 7, je dirais que l'idée, c'est quand même de continuer à acheter, en fait. Les Mhm. taux, ils sont à 6 ou à 7, et ben, c'est pas grave. On achète quand même. Et quand ils seront
redescendu peut-être dans 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans ou peut-être dans 2 ans, et ben on renégociera les crédits. On aura certes payé beaucoup d'intérêts pendant quelques années, mais c'est pas grave, on aura constitué du capital, on aura amorti des crédits, on aura encaissé des loyers, alors que si on attend, en fait, ben, on peut attendre très longtemps, puisque en 2019, on a eu le Covid. Maintenant, on a effectivement la guerre en Ukraine et bien d'autres, les taux qui remontent. En fait, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, il est tout de suite, il est maintenant. Et justement, les prix commencent à un peu diminuer. Il commence à y avoir des DPE qui sont en G, de plus en plus de DPE qui sont en G, donc de personnes qui veulent vendre. Et ben en fait, tout ça, c'est des opportunités. En fait, il faut voir le côté positif de la chose et pas Hmm. le côté négatif. Les prix immobiliers baissent, et ben c'est pas grave. Comme ça, on achètera plus d'appartements avec un prix inférieur. Et dans 10 ans, quand ça aura augmenté, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, il se sera écoulé 30 ans où on aura continué d'acheter des appartements. Yes, ouais, en effet. Bah, je pense que je suis de même avis que toi, surtout avec l'inflation en fait, parce que ça va justement jouer un rôle là-dessus. Si tu t'es, en fait, si tu as de l'argent qui est économisé, mais que tu fais rien avec et que l'inflation, elle saute comme elle a sauté ces derniers temps, en fait, c'est toujours mieux d'acheter quelque part une propriété et l'avoir en tant qu'asset, enfin, en tant qu'actif et pouvoir faire l'argent par la suite. Donc, si j'ai bien compris, c'est un peu ça aussi qui joue un rôle également. Exactement. Et puis, c'est quand même l'immobilier, on peut le toucher, quoi. Si demain, on vit dans un appartement avec un loyer, donc si demain on est locataire, et ben, le fait d'avoir des appartements locatifs vont nous permettre, si le propriétaire de notre appartement nous dit, bon, bah, c'est terminé, je le vends ou autre, on peut aller dans nos appartements en location ou autre. S'il y a une tuile, c'est quand même quelque chose qui est palpable. Donc, je dirais que c'est bien. Et puis, l'immobilier, en fonction du type de produit qu'on a, ça peut rester assez liquide. Même dans un marché où c'est compliqué, il y a très peu d'acheteurs, il y a des vendeurs, mais il y en a de plus en plus, on peut quand même faire des bonnes affaires. Et Mhm. surtout, il faut acheter des produits qui sont liquides. C'est-à-dire que même en période de crise comme ça, on peut vendre son produit facilement si on a besoin d'argent. Ouais, je vois. Mhm. Ok, ok, cool. Et du coup, quand on parle plutôt de justement l'achat, on achète une propriété et on va commencer à penser à la rénover pour avoir une plus grande value après, par la suite. Qu'est-ce que tu mets, comment est-ce que tu commences en fait ce processus? Ok, maintenant je vais rénover ça. Qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les petits trucs que tu regardes? Ok, ça en fait, si je change, si je coupe, peut-être si j'enlève ce mur-là et que je ouvre toute la pièce ou je change, je sais pas quoi en fait. Quels sont les petits trucs dans la maison, dans la propriété qui vont augmenter la valeur du bien et comment est-ce que toi, en fait, tu fais pour le voir? OK, tu te dis, OK, je fais la visite, je vais voir, boum, c'est ça ce que je vais changer. En fait, tout dépend du type de produit et de l'emplacement où c'est en fait. Je dirais qu'il y a chaque cas est différent. Euh, Bah là, par exemple, je suis en train de refaire un appartement en hypercentre de Clermont. Donc, je suis vraiment en hypercentre, c'est-à-dire que je suis à une minute de tous les transports en commun, de tout ce qu'il y a, et de la Mhm. place principale à moins de 5 minutes à pied. Et l'idée, c'est qu'à la base, c'était un T1. C'était un grand T1 qui faisait 37 mètres carrés. Hmm. Donc, c'était une grande pièce. Et je me suis dit, je vais faire une chambre, en fait, je vais le transformer en T2. Déjà, la valeur sur le marché d'un T1 et d'un T2, c'est pas du tout la même. Et puis, j'aurai la possibilité de le louer plus cher puisqu'il y aura une chambre. Alors que s'il y avait juste un coin de nuit, ça se louerait pas la même chose. Donc j'ai décidé de faire ça. Après, je dirais que les points les plus importants quand on veut faire une rénovation, c'est d'abord de regarder les coûts. Est-ce que les fenêtres ont été changées? Parce que ça, c'est un des coûts les plus onéreux en fait des travaux. Hmm. Donc si elles ont été changées, tant mieux. Si elles l'ont pas été, bon, bah, tant pis, c'est à prendre en compte dans le coût des travaux. Et je dirais que les deux éléments les plus importants dans une habitation, c'est les salles de bain et les cuisines. En fait, c'est ce que Hmm. regardent les gens en premier, puisqu'on est on est en France. Et en fait, on est le pays de la nourriture, le pays de la gastronomie. Donc, on aime bien manger, on aime bien faire à manger à nos amis. C'est très convivial une cuisine. Il y a des pays où ça l'est pas du tout, mais en France, c'est le cas. Donc, je dirais que
la première chose que je refais, c'est la cuisine, la salle de bain. Après, je fais des rénovations complètes. C'est-à-dire que généralement, quand j'arrive dans un appartement, je refais tout de A à Z, puisque dans les appartements dans lesquels j'achète, c'est des appartements des années 70 qui sont bien souvent d'époque, donc qui Mhm. ont 50 ans. Il faut tout changer. Les sols, c'est plus à la mode. Les peintures, c'est plus à la mode. Les papiers peints, c'est plus à la mode. La cuisine, la salle de bain, les WC et la disposition des pièces. Aujourd'hui, on vit dans des cuisines ouvertes, quand bien même ça commence un petit peu à rechanger. On aime bien le fait que les cuisines soient fermées aussi. Donc, je dirais Mhm. que ça dépend. Mais cuisine, salle de bain, c'est vraiment les postes les plus importants aujourd'hui. Ok, ok. Et surtout, je pense que c'est un des plus chers aussi. Si on parle plutôt de ce qu'on a dans la cuisine et dans la salle de bain, je pense que finalement, c'est le plus cher dans notre bien, en fait. Effectivement, effectivement. Puisqu'on tout ce qui est plomberie, on a tout ce qui est évacuation, arrivée d'eau. Donc forcément, il y a plusieurs corps métiers en fait qui rentrent là-dedans. Dans une chambre, on va avoir un sol à changer, à faire et un petit peu d'électricité. Bah, dans une cuisine et dans une salle de bain, il va y avoir tout ça. Puis en plus, il va y avoir de la plomberie en fait. Donc forcément, c'est les postes les plus coûteux. Bah oui, bah oui. Ok, ok. Et du coup, quels sont les... Je prends un exemple. Tu vas t'acheter un appartement. Là, les appartements que tu achètes en ce moment, et quand tu rénoves ces appartements, combien en moyenne est-ce que tu dépenses pour toute la rénovation, en fait? Et comment est-ce que enfin, comment est-ce que tu arrives à, OK, je vais investir ça pour la rénovation, et après, en fait, enfin, je vais pouvoir avoir une location à ce prix-là pour avoir du bénéfice au final. Comment est-ce que tu calcules ça, en fait? Ok. Eh ben, en fait, je, là, on va dire que le panier moyen des rénovations pour des appartements que j'ai fait, qui vont de mon plus petit appartement, il fait 30 et le plus grand, il fait 40, 40 aujourd'hui, il fait 40 puisque j'en ai revendu un qui faisait 45. Je dirais que c'est entre 5 000 et 25 000 euros de rénovation. En Hmm. fait, sur le premier que j'ai acheté, je refais 5 000 euros de travaux, donc j'ai fait un rafraîchissement global. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un de mes produits qui est le plus rentable. Le plus rentable point de vue rentabilité, parce qu'aujourd'hui, il est très très bien loué par rapport à son prix d'achat, englobant les frais notaires et les travaux. Et après, aujourd'hui, je suis plus maintenant sur des produits patrimoniaux où il y a une moins bonne rentabilité. Par contre, c'est des produits qui s'apprécient énormément au fil des années et qui sont dans des endroits où, en fait, il va y avoir des changements. Là, par exemple, je suis dans un appartement qui va prendre de la valeur. Il va y avoir un parc en bas de l'immeuble. Ils Hmm. vont créer un parc et ils vont implanter 400 arbres. Donc, forcément, c'est un produit qui va s'apprécier avec le temps, où la rentabilité, elle est moins bonne, mais par contre, ça va s'apprécier. Et pour répondre à ta question, entre 5 et 25 000 euros, ça dépend en fonction de tout ce que j'ai à refaire. Mais généralement, pardon, j'essaie de faire des rénovations de qualité avec des produits de qualité. Donc, forcément, ça coûte un petit peu cher. On arrive Mhm. sur quasiment 800 euros du mètre. D'accord, ok, je vois. Ouais, parce qu'après, il y a également le compromis entre, ok, après, je veux pouvoir le vendre à beaucoup plus cher que que je l'ai acheté. Et ensuite, il y a aussi le côté de investissement, en fait, de location plutôt. Donc, la personne, elle va venir, en fait, elle va te payer par mois. Euh, Est-ce que toi, en fait, tu utilises une stratégie pour justement, OK, le prêt que j'ai demandé à la banque, maintenant, je vais pouvoir le couvrir avec ce que la personne, elle me paye? Et comment est-ce que tu structures ça, en fait? Si tu le fais, je sais pas comment est-ce que ça marche. En fait, par exemple, je vais prendre un cas concret. Le premier appartement que j'ai acheté, on est sur 60 000 euros de frais global. Il y a 5 000 euros de travaux, donc 55 plus 5 000 de travaux. Aujourd'hui, c'est un produit que je loue 40 euros la nuit. En gros, je fais en moyenne 1 200 euros par mois de location, de chiffre d'affaires. Et donc, on est largement en bénéfice, puisque si on met les charges de copropriété, l'eau, la taxe foncière, les assurances, l'électricité, Internet, puisque je loue les appartements à la nuit, il faut aussi payer une société de ménage.
Mhm. Donc tout ça fait que c'est largement bénéficiaire. Mhm. Après, il faut faire le calcul en fait. Il faut d'abord calculer le montant du crédit. Une fois qu'on a le montant du crédit, il faut ajouter les charges. Donc les charges de copro, l'eau, l'électricité, EDF si on loue à la nuit. Si on loue pas à la nuit, c'est le locataire qui paye. Le locataire, il paye deux tiers des charges, c'est deux tiers, un tiers, quand on met un appartement à louer à l'année. Donc il faut additionner tout ça. Et une fois qu'on a additionné tout ça, il faut voir si on est cohérent par rapport au marché et aux annonces de location. Si les annonces de location pour cette ville, à cet endroit et sur cette superficie-là, c'est 500 euros, si déjà on est à 600 euros de charge avec le crédit, etc., c'est soit qu'il y a trop de charges, soit que les autres appartements ne sont pas loués assez cher, mais s'il y en a beaucoup, c'est généralement ils sont loués au bon prix. Mhm. Donc je dirais que c'est un achat qui a été mal fait en fait. Ou alors il faut changer de système d'exploitation. Si c'est 500 euros loués à l'année, et ben, et alors à ce moment-là, il faut peut-être le louer en Airbnb ou le louer au mois. Et essayer de le louer Mhm. 7 ou 800 euros. Et Ok, je vois. si il y a 500 euros de crédit, il y a 100 euros de charge, donc ça fait 600, et qu'on arrive à louer 650, bah, on ne fait pas une énorme marge, il n'y a que 50 euros par mois dans la poche. En revanche, il y a quand même le montant du crédit. Donc déduit des intérêts, on va dire, il y a 450 euros tous les mois. Et le jour où on va revendre, ça ne sera pas perdu, donc ça sera amorti, et on récupérera cet argent-là. Donc il y a Mhm. deux écoles. Il y a ceux qui veulent générer du cash flow, c'est-à-dire de l'excédent positif tous les mois, une fois que toutes les charges qui sont payées. Et il y a ceux qui font du patrimonial, c'est-à-dire le loyer égale le montant des charges et crédits. Et donc là, bah, forcément, il n'y a pas d'argent qui rentre tous les mois dans la poche, mais il y a de l'argent qui est remboursable tous les mois. Et c'est ce Mhm. qui fait qu'au bout de 3 ans, quand c'est revendu, 5 ans, 10 ans, c'est là où on encaisse une partie de la plus-value. Waouh, ça c'est, je pense, que tu m'as vraiment guidé et que tu m'as vraiment ouvert les yeux là-dessus parce que avant j'étais un peu, ok, bah je sais pas si, comment est-ce que tu structures ça, tu vois. Mais là en fait j'ai compris, il y a deux manières. Donc soit tu veux le faire, tu veux rénover pour le vendre et avoir un bénéfice plus grand, mais peut-être ça va prendre un peu de temps. Ou sinon tu vas le faire Ouais. chaque mois pour avoir le bénéfice. Et après il y a également Airbnb qui va jouer un rôle. Euh, Exactement. ok, ok, cool. Ok. En fait, c'est propre au produit. Si tu as des produits que tu as possibilité plus de vendre, c'est des produits, je dirais, qui sont destinés plus à faire un achat-vente. Et puis, tu as des produits qui sont plus destinés à la location. Et après, ça dépend en fait en Mhm. fonction de tes objectifs. La première question à se poser avant d'investir dans l'immobilier, c'est pourquoi est-ce que je veux investir? Est-ce que je veux des rentes régulières ou est-ce Ouais. que je veux gagner 10, 15 000 euros d'un coup pour m'acheter une voiture ou partir en voyage? Ouais, je vois, je vois. Ok, cool. Bah, je pense ça va vraiment beaucoup aider, je pense, les personnes qui regardent ça. Donc ça, c'est très cool. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir partagé tout ça. Avant de partir dans les dernières questions que j'aime bien poser à chacun, en fait, normalement, à la fin des appels, euh, je veux comprendre aussi comment est-ce que tu fais pour te former. Je sais que tu as mis pas mal de posts en train de lire et que voilà, que tu lis beaucoup, tu es toujours en train de te former. On avait parlé également que tu te formes tout le temps. Donc, selon toi, quelles sont les trois compétences que tu dois avoir ou peut-être que c'est bien d'avoir pour justement réussir dans ton métier donc justement avec l'investissement locatif? Je dirais qu'il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout, mais que ce soit en fait que ce soit propre à mon activité ou que ce soit propre à n'importe quelle autre activité. Par exemple, dans la cuisine, si on est cuisinier, il faut être curieux, il faut s'intéresser à son voisin, à son concurrent. Qu'est-ce qu'il fait comme cuisine? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je dirais qu'en fait, c'est dans tous les aspects de la vie. La curiosité, c'est déjà une première qualité à avoir. Et il faut être aussi persévérant. Mais ça, c'est valable pareil dans tous les autres domaines, ça ne change pas, il faut être persévérant. Il y a des moments de doute, il y a des difficultés, c'est une certitude. On dit qu'il faut en général 3 mois pour signer un compromis et une réitération, c'est-à-dire entre le moment où on a signé le compromis et le moment où on est vraiment propriétaire. Mhm. Mais des fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, parce que les banques, c'est compliqué, parce qu'il y a des autorisations qui ne sont pas acceptées, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc, il faut être persévérant. Persévérant, patient. Donc, je dirais curieux, persévérant. Et le troisième, c'est qu'il faut vraiment être motivé
et il faut savoir pourquoi on le fait, et ça, c'est très important. Yes, j'adore ça. Surtout si on touche dans le poids état d'esprit, mindset, je pense que ça joue un rôle énorme dans toutes les personnes qui veulent entreprendre. Et du coup, je sais que tu t'aimes bien lire. J'ai vu quelques posts sur ta page Instagram avec des livres. Et justement, que tu parlais du besoin en fait de toujours se former là-dessus. Donc, pour toi, quels sont les top 3 des livres que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut apprendre un peu plus et qui veut se former davantage? Il va apprendre, je dirais que d'abord, apprendre, c'est apprendre et devenir entrepreneur, c'est d'abord un état d'esprit. Donc, je dirais qu'il faut lire le livre Père riche, Père pauvre. C'est un livre qui a une énorme ouverture d'esprit, en fait. Il faut être très ouvert d'esprit. Il faut se dire que tout est possible. À qui veut le faire, hein, tout est possible. Et surtout, il y a toujours une solution. Donc, le livre Père riche, Père pauvre, c'est déjà un des premiers livres intéressants pour s'ouvrir à la culture entrepreneuriale et se dire que si on fait de telle ou telle manière, c'est plus ou moins intéressant. Et travailler, donc, ça apprend à travailler un peu plus intelligemment. Et après, je dirais que je vais reprendre ma liste, mais comme ça, de tête, j'en ai pas. Si je veux mettre un livre sur l'immobilier, euh, je dirais qu'il y a euh, en fait, tous les livres sur l'immobilier sont intéressants, mais on peut lire l'immobilier pour les nuls. J'aime bien les livres pour les nuls, je trouve qu'ils apprennent très très bien. On peut regarder Mhm. ça, et puis après, un troisième livre, moi j'adore, ça n'a aucun rapport avec l'immobilier, l'immobilier pur et dur, mais j'adore les livres de Mike Horn parce que ça parle d'aventure et de difficultés. Donc en fait, c'est un peu lié à l'entrepreneuriat et à l'investissement, c'est-à-dire qu'on est toujours confronté à quelque chose. Lui, Mhm. dans ses périples, il a toujours des difficultés et c'est comment on les surmonte. Est-ce qu'on se laisse faire, ou est-ce que justement on se dit, bon, bah, on va trouver une solution, de toute façon c'est maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut que ça fonctionne, il faut y aller. Ok, ok. Cool. Bah, j'aime bien ce top 3. Le dernier, je ne l'attendais pas. Est-ce que tu peux redire le nom? C'est le livre de Mike Horn, c'est un explorateur, un D'accord. aventurier. Donc, il a fait plusieurs livres. J'en ai pas un en particulier que je peux conseiller. Je les ai quasiment tous lus. Ils sont tous bien parce que il explique Cool. très très bien, il raconte très bien. Donc, c'est super sympa. Ok, parfait. Bah écoute, c'est bien. C'est nickel. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai trois questions, trois dernières questions, et c'est des questions qui sont un peu, souvent on doit réfléchir un peu. Donc la première, c'est si tu devrais tout recommencer depuis le début, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, disons. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je pense que j'aurais trouvé un travail qui rémunère bien, très bien, mais où j'ai la liberté en fait et la possibilité de faire plus souvent des visites, un travail où je puisse quand même avoir mon téléphone, que je puisse regarder le bon coin, que je puisse avoir des horaires comment dire, moins définis de 8h à 19h par exemple, Mhm. où j'ai des après-midi, des matinées, où j'ai plus de disponibilité, voilà, c'est ça, pour pouvoir aller sur le terrain, faire des visites. Donc je dirais que c'est ça, la première des choses. Ok, ok, cool, cool. Donc toujours avoir un peu plus de temps pour ton propre business, pour ton propre truc en fait. Exactement. Cool, cool. Et deuxième question, quel est l'entrepreneur? Je sais qu'entre entrepreneurs, on a toujours des inspirations, des personnes qu'on regarde et on se dit, waouh, ça c'est incroyable, il m'inspire énormément. Donc pour toi, quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus? Alors, j'ai lu énormément de livres sur Elon Musk. J'adore ce qu'il fait et en fait, je trouve ça dingue. En fait, il a changé la façon de voir le monde automobile. Et en fait, Hmm. tout le monde le prenait pour un fou, ou tout le monde se disait ça fonctionnera pas. Et aujourd'hui, il a la plus grosse capitalisation boursière dans le domaine automobile. Donc, je dirais que ouais, Elon Musk, c'est un modèle. Il y a des choses qui fait qui sont extrêmement bien. Il y en a peut-être d'autres qui sont moins bien. Mais je dirais que c'est un modèle, en fait. C'est un modèle de persévérance et de confiance en soi, puisqu'il croit en ses projets et il se dit que tout est possible.
Mhm, mhm. En effet, moi j'adore Elon Musk également. Et ce que je trouve le plus fascinant pour lui, c'est que il arrive à, en fait, on voit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très très forts dans un seul domaine. On a Jeff Bezos avec Amazon, on a plein d'autres. Alex Hormozy maintenant qui vient de commencer, qui, qui aide énormément de business à se développer également. Mais lui, en fait, il va dans Tesla, et après il va à SpaceX, et après il va dans plein d'autres. Et il arrive quand même toujours à faire des bons business, enfin des business de billionnaires. Et ce que je trouve le plus fascinant, vraiment à la fin, c'est qu'il arrive à simplifier un truc qui est très très complexe. Par exemple, aller sur Mars, et il le fait, il le simplifie au maximum. Donc, c'est vraiment le meilleur à le faire, je trouve. Même avec le Tesla également, une voiture incroyable, très très simple, il l'a simplifié au maximum. Enfin, c'est pas Et simple, mais il l'a fait. il est très polyvalent et effectivement, il va partout et il est bon partout, chose qui n'est Ouais. pas facile pour tout le monde. Déjà, être bon dans un domaine, c'est extrêmement difficile. Et lui, en fait, il est bon dans plusieurs domaines et c'est vraiment, c'est un surhumain, quoi. Yes, non, c'est incroyable. Bah écoute, dernière question. Celle-là, je pense que ça va être très, très intéressante pour toi. Qu'est-ce qui te semble vrai, mais que tout le monde refuse de l'admettre? Qu'est-ce qui semble vrai, mais que tout le monde refuse de l'admettre? Euh, c'est qu'en fait, le travail paye toujours. Hmm, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que le travail ne paye pas toujours, que c'est difficile, mais je reste convaincu que si on travaille et qu'on met les choses en place, le travail, il paye toujours par X ou Y récompense, mais que si on bosse, qu'on est assidu, le travail, il payera toujours. Toujours. On ne travaille jamais pour rien. yes. Et surtout, je pense que c'est l'éthique de travail qui va être formée pour ensuite développer des projets peut-être plus grands, en fait. Je pense que c'est toujours ce mindset d'éthique du travail, en fait. Ouais, c'est la OK. capacité, si on est capable de travailler 40 heures sur un projet, je dis n'importe quoi, sur 4 jours, et ben demain, on sera capable de travailler peut-être plus sur un plus gros projet ou peut-être moins. Mais le travail, il paye toujours. Il faut pas se dire que si on est dans un business ou autre, qu'on travaille dur et que ça marche pas. Si, ça marchera. Ça marchera Hmm, forcément un jour. Il faut persévérer. yes. Bah écoute, c'était un plaisir de t'avoir, Sacha. Merci beaucoup. Et du coup, si vous voulez justement suivre un peu ce que Sacha il fait, je vais mettre également les liens d'Instagram là-dessus, de Club Investment Invest Club Invest Imo, voilà. Et voilà, je vous invite vraiment à suivre, à envoyer un message à Sacha si jamais vous avez des questions là-dessus. Et voilà, en fait. Merci beaucoup, Sacha. C'était un Merci plaisir. beaucoup à toi. Parfait.